Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux législatives du 15 mai prochain, aux urnes citoyens. Nous sommes aujourd'hui à Tripoli avec l'ancien vice-président du Coran du Futur et candidat à la députation dans cette circonscription. Bonjour Moustapha Allouche. Bonjour pour mes citoyens. Merci de nous recevoir chez vous, ici à Tripoli, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour faire tout cet effort pour venir à Tripoli, parce qu'en général, on n'aime pas venir à cette ville, mais vous allez voir que cette ville est une belle ville qu'on doit visiter tout le temps. On en est sûr. Moustapha Allouche, au moment du retrait de Saad Hariri en janvier dernier, vous nous aviez dit, à d'autres médias, « Je ne me présenterai pas ». Finalement, vous avez changé d'avis. Pourquoi ? J'ai vu que personne ne va représenter cette ville d'une façon qui est acceptable. Ça va être faire beaucoup de dégâts sur la ville et sur la population. J'ai vu les gens qui ont présenté leur candidature et j'ai vu qu'il y a une place qu'on doit réserver pour les gens qui connaissent vraiment leur ville, qui connaissent la politique du Liban et en même temps qui peut représenter la ville d'une façon bien. C'est pour cela qu'on a formé cette liste de candidats, des meilleurs candidats dans la ville. Contre l'avis de Saad Hariri ? Non, c'est contre l'avis de Saad Hariri en concernant que j'ai démissionné du Coran du Futur. Et il a dit ceux qui veulent se présenter, alors ils doivent se démissionner. Et c'est pour cela j'ai décidé que représenter la ville est très important pour cette partie de notre histoire. Depuis que Saad Hariri s'est mis à l'écart, on a le sentiment, vous nous direz si c'est vrai, qu'une grande partie de l'électorat sunnite se sent orphelin. Et qu'une bonne partie aussi de cet électorat ne va pas aller voter, compte s'abstenir. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le remobiliser, cet électorat ? Jusqu'à ce moment, on a pu ouvrir une discussion, un dialogue avec les gens qui ne veulent pas être part de Qu'est-ce qu'ils vous disent ? élection. Une bonne partie, je peux dire moins que 50%, ils disent que Saad Hariri a décidé, alors on va être hors de tout ce procès. 60%, on a discuté des choses et on dit non, c'est mieux de faire part, de participer. Est-ce que le retour de l'Arabie Saoudite, qui est prête à s'engager dans les élections, qui est prête à soutenir ses alliés politiquement, financièrement même, est-ce que ce retour, il peut changer la donne ? Je ne sais pas s'il y aurait un support politique ou financier, mais la présence de l'Arabie Saoudite au Liban et le Koweït et les autres, bien sûr, ils vont faire l'impression que le Liban n'est pas lâché pour son destin sans le support des pays qui étaient toujours, qui venaient toujours pour le support du Liban dans toute son histoire. Alors, ça va changer, bien sûr, mais combien et comment, on va attendre quelques jours, les 2 semaines qui vont venir pour voir quel serait l'effet de cette présence sur l'électorat, l'humour de la population. Est-ce qu'à titre personnel, ou plutôt au niveau de votre liste, vous attendez un soutien politique et financier de l'Arabie Saoudite ? Non plus. Je crois qu'il est très important d'avoir une bonne relation avec les pays arabes, et spécifiquement les pays du Golfe. C'est un bénéfice pour le Liban. Mais en même temps, je crois qu'on a besoin d'un support politique, mais pour le financier, on a déjà assuré notre finance de notre poche. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui critiquent l'ingérence iranienne au Liban. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie le projet saoudien du projet iranien au Liban ? Les Saoudiens ont soutenu le Liban pour les 80 années passées. Et ils étaient les meilleurs frères et meilleurs supporters durant les crises pour aider, pour allévier les dégâts que le Liban a subis pour 50 ans, 60 ans. En revanche, si on voit les Iraniens,
le support était toujours dirigé vers le Hezbollah. Les résultats, en effet, de ce support se sont matérialisés en combat, détérioration dans notre situation financière, détérioration dans notre situation politique et le reste. Alors, le Hezbollah est une armée qui est basée en Iran, mais qui travaille au Liban. Je ne vois pas aucun équivalent pour les Saoudiens au Liban. On est aujourd'hui dans une ville qui est peut-être la plus pauvre du Liban, dans laquelle il y a eu des manifestations encore l'année dernière contre la cherté de vie. On est aussi dans une ville où il y a plusieurs milliardaires. Déjà, comment vous expliquez cette différence? Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez concrètement, demain, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse? Oui, la présence des milliardaires dans une ville, ça ne veut pas dire que la ville est riche. Ces milliardaires qui sont nés à Tripoli, tout leur intérêt était basé dehors de Tripoli, dehors de Liban même. Alors, la réflexion sur la ville n'était pas très bonne, au moins, qu'un peu de charité, un peu de support de temps à autre. Tripoli est une partie du Liban. Et la situation au Liban, politique et la sécurité et tout ça, le reflet est très doublé ou bien triplé sur la ville parce qu'elle est la plus pauvre. C'est pour cela qu'on doit assurer la stabilité du Liban, la stabilité politique, économique, la sécurité en général, pour avoir la chance pour cette ville, pour revivre et pour avoir une autre opportunité pour des boulots, pour un peu d'espoir. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse propre pour Tripoli, c'est une réponse à l'échelle libanaise? Générale, oui, bien sûr. Nous sommes dans... Mais il n'y a pas des particularités, il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui à Tripoli pour développer la ville Oui, bien sûr, on peut... Comme quoi? Il y a beaucoup de projets qui sont présents déjà au Tripoli. On doit les revivre, les faire revivre. réanimer. Il y a beaucoup de choses. J'ai nommé 13 projets majeurs qui peuvent donner la chance de 20-25 000 personnes pour travailler. Mais on doit essayer d'arracher cette opportunité à partir d'être dans le cabinet. Et je ne dis pas le gouvernement parce que ça dépend d'être une majorité ou une minorité. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour Tripoli spécifiquement, mais en même temps, Tripoli est une ville au Liban et c'est pas à Madagascar. C'est pour cela la situation au Liban en général pourrait donner une chance vraiment plein d'espoir pour la ville, pour revivre et pour se réanimer. Vous avez une longue relation avec la maison Hariri. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes qui considèrent que la crise financière qui frappe le Liban, son point de départ, c'est la politique de Rafi Hariri après la guerre, sa politique financière. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous avez un regard avec le recul critique sur cette période? Bien sûr, nous avons fait un recul critique, discuté, et même nous étions très sévères dans notre critique, mais simplifier la crise et c'est pas seulement la crise, la détérioration terrible de la situation libanaise, simplifier par seulement dire ce sont les politiques de Hariri. On doit revoir ça spécifiquement. Qu'est-ce que c'est selon vous? Quelle est la cause? Quelles sont les causes, de la crise? Quand on vient pour faire un projet, et le projet est vaste, mais ce projet est toujours en relation, en relief avec toute la situation qui vient en même temps. Alors, on doit retenir et voir en commençant de l'année 1992 jusqu'à maintenant, quelles étaient les étapes de ce projet, les dégâts que
et les situations qui sont passées au Liban ont affecté ce projet. Et des fois, l'obstination sur des projets qui ne marchent pas. Comme? Il y avait toujours un essai, en effet, qui a échoué, de faire accepter la situation comme elle et en même temps former des projets qui ont beaucoup d'espoir et beaucoup de... C'est impossible d'épouser la militarisation et la résistance et les projets internationaux et régionaux avec un programme qui dit « je dois avoir une stabilité politique et une stabilité économique qui amène la prospérité de n'importe quel pays ». Alors, nous avons essayé, comme Coran de futur, durant la vie de Rafi El-Hariri, d'épouser tout ça. Et quand Rafi El-Hariri a réalisé qu'il est impossible de faire ça, et il a décidé de se divorcer avec cette situation, il était assassiné. La même chose était avec nous. Nous avons résisté de 2005 jusqu'à 2008, et on a vu la situation. On va y revenir après, si vous le voulez bien, avec votre relation avec le Hezbollah. C'est impossible d'épouser des choses, et on a échoué. On doit dire qu'on a échoué. On a compris ce qui s'est passé. Et Saad El-Hariri, quand il a démissionné, quand il a quitté les élections, il a dit que nous avons échoué parce que la situation était comme ça. Mais comment, Mustapha Allouche, on peut convaincre les électeurs de revenir voter pour nous quand on dit on a échoué? Oui, on a échoué. Au moins, nous savons qu'on a échoué parce que il y a des autres qui ont échoué gravement. Et ils disent que non, c'est les autres qui nous a prévu de faire ce que nous voulons. Vous pouvez comparer ceux qui ont une expérience et l'intention, des bonnes intentions, et l'inconnu. Il y a un grand inconnu qui attend les citoyens à Tripoli et dans d'autres villes qui viennent juste de l'inconnu pour dire que nous avons des projets, de l'argent et tout ça. Alors, c'est aux citoyens de décider où ils vont mettre leur confiance. C'est pas à moi. J'ai essayé. Moi, j'ai dit, notre Coran, j'étais la plupart des fois en opposition dans notre Coran de futur contre ce mariage infamé. Alors, avec le Hezbollah. Oui, avec le Hezbollah, avec Jamal Bassil, avec Nabih Berri, avec toute cette race de politiciens qui ont envahi le Liban pour 30 ans. Et même avant. Est-ce que le haririsme politique, ça a encore du sens aujourd'hui? Est-ce que vous revendiquez, là, lors de cette élection, du haririsme politique? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Quand on voit les projets qui peuvent faire une résurrection de l'économie du Liban, on voit des projets qui sont similaires, probablement identiques, des projets de Hariri. Association avec la communauté internationale, recours aux pays arabes du Golfe, des soutiens, économie ouverte et libre, des projets internationaux et nationaux et régionaux. Tout ça est un système bancaire qui est capable de soutenir le système. C'est pas quelque chose que Rafi El-Hariri a inventé. C'est l'expérience internationale qui a dit ça. Mais ce qui est différent au Liban, c'est la situation, c'est la sécurité, le Hezbollah, mais en même temps, c'est le mariage entre les milices et la corruption. Alors, si on peut contrôler ça et voir une solution, le même projet Hariri va... Le modèle Hariri, pour vous, est encore d'actualité? Est toujours encore d'actualité, avec beaucoup Malgré l'effondrement du système bancaire,
Oui, on doit l'explosion de la livre. Réformer. En 1992, le système bancaire était effondré. Alors, on devait réanimer le système d'une façon qui est plus solide, avec beaucoup de sécurité pour les finances et pour les citoyens. On doit comprendre notre échec et étudier notre échec et comment on peut faire. Et c'est pas difficile. L'échec est clair. Pourquoi? Alors, on doit faire les réformes nécessaires pour éviter une situation similaire dans le futur. Mustapha Allouche, pour certains, le modèle Hariri, c'est aussi l'explosion de la dette publique, la corruption à grande échelle, le clientélisme à grande échelle. Est-ce que ça aussi, vous l'admettez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites on aurait dû faire les choses autrement? Oui. C'est ça ce que j'ai dit. Et j'étais toujours en opposition avec ce mariage infernal. Alors, si je dois former un projet, je dois former un projet qui est similaire mais sans la corruption, sans le mariage avec ce qui a détruit tout cet effort, qui a pu, au moins dans 5-6 années, entre 1992 et l'année 1998, de donner de l'espoir aux citoyens et d'attirer beaucoup de projets internationaux et régionaux pour installer au Liban. Pourquoi, pour vous, parce qu'il y a une génération peut-être qui le comprend moins, le haririsme politique, c'est aussi important? Qu'est-ce que ça a incarné? Il y a plusieurs idées dans le haririsme politique. La première, c'est la conviction que le Liban a un rôle central pour la région. Et ce rôle central est toujours comme on a vécu, on a rêvé durant notre enfance que le Liban, c'est le lien entre tout le monde et le monde arabe. Et c'est toujours un projet valable malgré toutes les choses qui ont changé. Parce que si on voit que nos enfants, nos envoyés au monde ont changé le monde, ils avaient un bon rôle dans le monde, on peut toujours reformer ce rôle. Il y a le rôle économique, il y a le rôle social, il y a le rôle d'allévier l'extrémisme dans la région, d'avoir un modèle qui peut faire, où des citoyens peuvent vivre sans avoir des identités qui leur diffèrent d'autres citoyens seulement par l'identité religieuse. On va parler maintenant du Hezbollah. Le courant du futur, mais aussi ses alliés, a eu deux relations, on peut dire, avec le Hezbollah depuis 2005, depuis l'assassinat de Rafi Hariri. Il y a eu le temps de la confrontation entre 2005 et 2008, et cette confrontation, elle a abouti à votre défaite. Il y a eu ensuite le temps du modus vivendi, si je ne me trompe pas, à partir de 2013-2014, qui a abouti à l'éloignement des pays du Golfe, qui a abouti en partie à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une troisième voie vis-à-vis du Hezbollah? Oui, définitivement. Il y a une troisième voie, plusieurs voies en effet. Il y a une voie destructive qui pourrait détruire tout le Liban, c'est de former une milice contre le Hezbollah et faire une guerre civile. C'est la chose que le courant du futur a refusé. On a dit qu'il est mieux de ne pas aller à une guerre qui va détruire tout ce que c'est fait avant et de ne pas laisser nos enfants et nos citoyens d'être des victimes de cette guerre. L'option 4 qui doit être pour nous pour le moment, c'est de refuser d'être des alliés et des collaborateurs avec le Hezbollah dans n'importe. Ça veut dire ne pas participer au gouvernement avec le Hezbollah? Oui, c'est vrai. C'est une décision définitive? Oui, c'est pour moi au moins et pour la plupart des gens qui refusent l'hégémonie de Hezbollah maintenant, que si on va être dans le cabinet, on doit refuser d'être des collaborateurs avec le Hezbollah dans n'importe quel gouvernement.
et former une opposition, une vraie opposition pour dire pour tout le monde et pour tous les Libanais, c'est pas nécessaire d'être des collaborateurs seulement pour être dans le gouvernement et de former une opposition qui a un projet qui porte le bien pour le Liban dans tous les aspects politiques, économiques, sociaux, international et tout ça. Je crois que c'est une option que j'ai espéré, en effet, de ne pas accepter avec le courant du futur, avec Saad Hariri, d'être toujours en opposition, même si on avait la majorité. Ça veut dire je ne vais pas faire un gouvernement avec Hezbollah, même si je suis une majorité. Allez-y, votre initiative est faire ce que vous voulez. Et ensuite, une fois qu'on a refusé d'entrer dans le gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, on va voir si le Hezbollah et ses alliés vont réussir à la résurrection du Liban, alors ils vont gagner. Ils vont dire pour le Liban, vous voyez, c'est Hezbollah comme il est. Et s'ils vont échouer, au moins on a une autre option qui est toujours prête pour prendre l'initiative et essayer de remettre les choses dans leur cadre. Mais votre autre option, Mustapha Allouche, il implique qu'au bout d'un moment, le Hezbollah accepte de vous le donner, ce pouvoir. Et lui ne va pas le faire. Il ne va pas faire ça. Ça veut dire la situation va être internationale. Maintenant, la situation va être internationale. En voyant ce qui se passe pour le moment avec l'AMF, avec le monde, avec les pays arabes, il est très, très clair que la situation va aboutir à un accord? Congrès, non, ce n'est pas un accord, à un congrès international, régional pour discuter le Liban. C'est pour cela qu'il est très nécessaire de ne pas laisser le Hezbollah, d'avoir tous les atouts dans la poche de Hassan Nasrallah pour dire que je suis le Liban. Je représente les sunnites, les maronites, les chrétiens, les druzes et tout le monde parce que j'ai la majorité vaste. Et quand je dis majorité vaste, il est possible qu'avec le retrait des sunnites maintenant, qu'il va avoir 2/3 du cabinet. Dans ce cas, Parlement. Du Parlement. Alors, dans ce cas, il est légitime pour le Hezbollah de dire que je représente le Liban et vous devez venir pour me supporter et dire qu'on doit accepter Hezbollah, on doit représenter notre population, les gens qui refusent le Hezbollah, et dire n'importe quelle solution doit être basée sur la vérité qu'il y a une grande majorité, une bonne proportion du Liban qui refuse l'hégémonie de Hezbollah et n'importe quelle solution va être posée doit prendre en relief cette position. Si ce congrès a lieu, il risque d'y avoir des négociations durant ce congrès. Vous allez peut-être demander, vous et d'autres, vous allez peut-être demander au Hezbollah de poser ses armes, mais il va vous demander des choses en retour. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lui offrir en retour? Est-ce que vous êtes prêt à une modification constitutionnelle? La Constitution n'est pas quelque chose de sacré. N'importe quelle constitution est basée sur la réalité du moment. Alors, l'OTAN était basé sur des réalités. Maintenant, il y a d'autres réalités. C'est vrai que l'OTAN est toujours valable, est toujours une concession qui est possible si on le remet en discussion et voir quelles sont les choses qu'on peut ajouter et remettre en ordre. Je vais préciser ma question parce qu'il y a 3 possibilités qui reviennent souvent. La première chose, c'est de revoir le système à l'avantage des chiites, ce qui pourrait impliquer une répartition par tiers et non plus 50-50 chrétiens-musulmans, et une répartition par tiers chiites, sunnites, chrétiens. Est-ce que pour vous, ça, c'est acceptable? Non. Je crois une réforme qui va se baser sur le TAF, qui dit que tous les citoyens ont le même citoyen comme personne, pas comme religion et secte, ont le même accès
au pouvoir en comparaison aux autres. Oui, c'est la seule chose que je vais accepter. Mais une autre répartition de la même façon, dans 10 ans de maintenant, il y aurait un changement. Vous voulez dire que la solution est d'aller vers un État déconfessionnalisé? Oui, je crois que c'est comme le Taif a dit. Ça veut dire continuer à compléter le Taif et après ça, on va voir. Mais ce n'est pas un autre désastre religieux et sectarien. Là, on se pose beaucoup de questions parce que dans le cadre de ce podcast, on a fait beaucoup d'interviews, que ce soit avec la société civile, que ce soit avec différents courants politiques, et tout le monde nous dit à peu près la même chose. On veut l'État laïque, on veut l'État déconfessionnalisé. Si tout le monde le veut, pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'on doit être dans le cabinet, au Parlement, pour faire ça. La plupart du temps, la plupart des gens qui étaient au Parlement ne voulaient pas même discuter cette chose, parce que c'est une chose qui a beaucoup des problèmes qui vont discuter les choses qui ont déchiré le Liban pour des ans et des années et des années, et en même temps, on ne veut pas les discuter, parce qu'on va ouvrir toutes les choses. Qui ne veut pas les discuter aujourd'hui? Maintenant, la plupart des politiciens qui ont passé, ils savaient que c'est une bonne solution. Okay? Mais en même temps, ils ne voulaient pas faire cette discussion ce moment. Ils vont dire demain. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse faire cette discussion? Une majorité au Parlement ou bien même une minorité qui a l'audacité de poser cela et faire un dialogue national concernant cela et un dialogue parlementaire. Mais ils doivent avoir l'audacité de faire ça. Je vais vous poser encore quelques questions, si vous le voulez bien, et je vais vous demander de répondre juste par oui ou par non, dans la mesure du possible. C'est la meilleure chose, parce que c'est très facile de dire oui ou non. Est-ce que le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salameh, qui est mis en cause dans au moins 4 pays européens aujourd'hui, peut rester en poste, à votre avis? Non. Est-ce que le juge Tahir Bitar, lorsqu'il met en cause Hassan Diab ou un autre leader sunnite, il est en tort? Non. Est-ce que demain, vous comptez voter pour Nabih Berri à la tête du Parlement? Bien sûr, non. Merci beaucoup, Mustapha Allouche. Merci. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.